C'est une table ronde intéressante parce qu'on peut tous se poser la question, qu'on soit dans les infrastructures informatiques ou qu'on n'y soit pas, de la manière dont nous avons traversé cette crise sanitaire, ce qu'elle nous a obligés à faire, l'agilité qu'elle a supposée dans nos métiers respectifs, mais surtout dans le domaine des infrastructures. On a parlé de la première ligne, de la deuxième ligne, mais il y a une ligne secrète, une ligne discrète qui était celle des responsables informatiques et infrastructures. Et ceux-là ont fait un boulot dans l'ombre incroyable. Et je crois que c'est finalement l'incroyable talent, le sujet de cette table ronde. Et c'est ça dont tu vas parler avec tes invités. Des histoires de femmes et d'hommes qui ont résisté au tsunami de la... alors ce sera avec tout un tas d'évidences que tu vas présenter, j'imagine. Pas plus tard que maintenant. Pas plus tard que maintenant. Donc où est-ce que tu veux que je m'installe pour ne pas vous déranger? Alors, peut-être là, de ce côté-là. Parfait. Hop, très dit. Bien, et donc merci à tous. J'ai le plaisir d'accueillir tout de suite maintenant deux invités qui sont à distance, Nadine Foulon-Belkacemi et Olivier Dumerle. Oui, bonjour Olivier, bonjour Nadine. Bonjour. Vous allez bien? Bien, bien. Nadine, ça va? Micro. Nadine, faut mettre le micro. Elle a mis ses lunettes, c'est pas mal déjà. Voilà, ça doit être mieux là. Ah bah là c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux. Et donc, comme David l'a dit, on a un invité mystère qui est en présence, et c'est Jean-Marc Urbani. Jean-Marc, bonjour. Et donc, vous avez un splendide masque, c'est un masque tribute aujourd'hui. Voilà, un masque tribute aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne le voient pas, parce que peut-être approchez-vous un petit peu, c'est un masque de Dark Vador. Voilà. Bon, donc on va rester du côté clair de la force aujourd'hui. Oui. Donc je vous propose de venir me rejoindre pour parler un petit peu de l'idée de sa France et du talent. Comme le disait David, là on va parler de choses dont on ne parle pas assez, c'est les hommes et les femmes de l'ombre qui ont fait des exploits pour résister à quelque chose qui leur est tombé brutalement sur le coin de la figure, c'est le confinement. Alors, je vais commencer par vous, Jean-Marc. Nadine, vous travaillez chez OBS, vous êtes directrice grand compte, donc les gens savent à peu près OBS, ce que c'est. Olivier Dumerle, vous êtes Head of IT Operations à Air France KLM, petite compagnie aérienne qu'on connaît aussi, mais sans être désagréable avec vous, Jean-Marc, ASL Airlines, peut-être les gens savent moins ce que c'est. Donc, pourriez-vous nous expliquer rapidement ce qu'est ASL Airlines? Rapidement, le groupe ASL est irlandais et comprend plusieurs sociétés, plusieurs compagnies aériennes, principalement en Europe ainsi qu'en Afrique du Sud. La vocation est mixte cargo ou activité passagère. Alors ASL Airlines Belgium, oui. C'est une compagnie évidemment qui est basée en Belgique, à l'aéroport de Liège. Aéroport qui commence à devenir connu puisqu'il a été nommé centre logistique Covid et également centre logistique de l'ONU pour les missions humanitaires. Et donc ASL Belgique, c'est une activité pure cargo en Europe qui dessert principalement les grands acteurs de logistique express. Je ne vais pas tous les citer. Mais les principaux, on les connaît tous. Voilà. Et une flotte de gros avions, de 747, qui font principalement des voyages en Asie et aux États-Unis. Donc vous êtes une des rares compagnies aériennes à avoir eu un surcroît d'activité grâce au Covid, j'ai envie de dire, alors, contrairement à d'autres. Avec notre 35 avions, le Covid, nous l'avons sorti différemment des autres compagnies aériennes puisque l'activité a fortement augmenté, notamment avec le rapatriement des masques de la Chine principalement. Bien. Voilà. Comme tous, vous avez été confrontés à l'exfiltration de vos salariés, avec des salariés un peu atypiques, les pilotes. Est-ce que vous étiez préparé à affronter, comme tout le monde, ce déferlement de gens à l'extérieur des frontières de l'entreprise? Oui. Ça a été une opportunité de venir à l'ITES depuis 3 ans déjà et de discuter avec différents collègues. Et nous avions à l'époque discuté du télétravail. C'est une grande idée qui avait des difficultés à se mettre en place, mais finalement en 2019, nous avons instauré ce télétravail où nous avons équipé la majorité des employés avec des ordinateurs portables, des moyens de téléphonie mobile via l'ordinateur et d'autres outils collaboratifs. Et donc, lorsque le Covid est survenu, la Covid, eh bien, la majorité des personnes étaient équipées et ont pu travailler quasi directement, sans aucune interruption.
Bon, alors Olivier, on va rester un petit peu dans l'aérien. Est-ce que de votre côté Air France KLM, vous aviez aussi anticipé cette arrivée massive du télétravail? Comment ça s'est passé? Alors ça s'est plutôt bien passé parce que le télétravail on connaissait et par ailleurs on avait eu l'occasion d'expérimenter du télétravail, je dirais massif, lors d'épisodes neigeux ou lors de difficultés dans les transports en commun qui empêchaient les salariés de se rendre au siège. Donc on s'était déjà préparé à cette situation. Ce serait un peu présomptueux de dire qu'on était complètement serein. On a beaucoup monitoré les tokens VPN, les réseaux, les accès sécurité, mais globalement ça s'est passé sans couture. On a dû trouver quelques milliers de PC portables pour ceux qui n'en étaient pas équipés. On a réussi à les trouver en puisant dans les stocks, en remasterisant les PC de prestataires dont on avait fermé les contrats et en masterisant quelques Tiny qu'on pouvait facilement envoyer par la poste. Donc ça s'est plutôt bien passé, heureusement. Alors, Jean-Marc, lui, le Covid a créé un surcroît d'activité. J'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait votre cas chez Air France KLM, et du coup, ça posait des problèmes de nature très différente. Alors oui, ça c'est clairement pas le cas côté Air France KLM, où on a abattu globalement le programme de vol de 90% en une quinzaine de jours, donc c'est extrêmement brutal. D'un point de vue organisationnel, il a fallu s'adapter très vite. Donc globalement, on est parti en cellule de crise globalement le week-end avant le confinement. Je ne sais même plus dire d'ailleurs si on savait déjà qu'on allait être confiné à ce moment-là. Il fallait savoir répondre à la question finalement comment maintenir quelle capacité de force il fallait mettre pour pouvoir maintenir les systèmes en conditions opérationnelles. C'était un défi, on n'avait jamais vraiment répondu à cette question. Il fallait on est arrivé globalement à une situation où on a mis les gens massivement en activité partielle, donc on a fait travailler les gens 20% du temps pour la plupart. C'était un peu compliqué côté IT parce que les gens n'étant pas dans les escales ne se rendaient pas compte finalement de cette situation très, très inattendue. C'était un peu compliqué également parce que c'était pas uniforme, donc il fallait expliquer pourquoi certains étaient à 20% et d'autres un peu plus en termes de travail. On a su réagir en une semaine, ce qui est pour une compagnie comme Air France, je pense, un exploit. Respectable. C'est assez notable. On a dû aussi expliquer aux salariés pourquoi le rationnel, la logique, pourquoi certains étaient à 20%, pourquoi d'autres étaient à 50%. D'autant que la qualité de service est toujours quelque chose qui est une préoccupation de tous les jours, hein, en particulier à la production, et d'expliquer aux gens que qu'il n'y aurait que 20% de niveau 3, 30% de niveau 2 et 50% de niveau 1, c'était un challenge. Mais on a réussi à mettre ça en œuvre en une semaine et l'annoncer à tout le monde au bout d'une semaine, ce qui était encore une fois assez inhabituel. Nadine, on vient d'écouter Jean-Marc Urbani d'ASL Airlines et puis Olivier Dumerle d'Air France, ces deux grands clients qui avaient l'air tout à fait préparés. Vous occupez spécifiquement des grands comptes B2B. Est-ce que ces grands clients étaient aussi préparés que nos deux amis ? Non, effectivement, pas tous, hein, puisque la rapidité en fait, d'adaptation de nos grands clients dépendait grandement en fait, finalement, des outils de collaboration qui étaient à leur disposition, hein, de leurs usages aussi, hein, mais aussi de la cloudification, ce qu'on appelle cloudification de leurs applications métiers. Alors, quelques-uns de mes grands clients m'ont témoigné d'ailleurs qu'ils n'imaginaient même pas que certains de leurs métiers pouvaient travailler comme ça à distance, sans perdre pour autant leur efficacité. Mais cela était effectivement d'autant plus vrai s'ils avaient ces outils de collaboration et à disposition leurs applications métiers, ce qui n'était pas toujours le cas, effectivement. Donc ce premier confinement a plutôt accéléré ce qu'on appelle le mouvement de la digitalisation des entreprises, la cloudification de leurs applications métiers. On appelle dans notre jargon le move to cloud. Et ceci, quel que soit d'ailleurs leur type d'activité. On a tout mis en œuvre, bien évidemment, pour leur proposer notre support et nos solutions pour les aider, afin qu'elles puissent avoir une sorte de continuité de service et de fonctionnement, et ceci dès le début du confinement, en fait, finalement. Hein. Nous avons d'ailleurs reçu de nombreux remerciements de nos clients, et voire même d'Air France, d'ailleurs, je crois, parce qu'Air France, c'est un de nos clients. Hein. Oui. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure,
grands clients avaient un degré de préparation assez hétérogène, voire hétéroclite. Vous êtes force de proposition, force de conseil. Comment avez-vous pu récupérer des éléments d'information permettant d'ajuster votre service aux réels besoins de ces clients? En fait, au début du premier confinement et dès le premier jour, ça a été quand même très, très soudain, tout ça. Hein. Donc, on a été fortement sollicité par nos grands clients pour qu'ils puissent disposer, par exemple, rapidement d'une bande passante suffisante pour pouvoir continuer à travailler, cette fameuse continuité de service, d'outils de collaboration ou tout simplement d'assistance. Donc, alors, le premier confinement a été, comme je disais, très rapide. Donc, pour faire face à cette très forte sollicitation, nous avons mis en place une sorte de ce que j'appelle une cellule de crise avec la participation de nos meilleurs experts, que ce soit en réseau ou en cyber ou en outils de collaboration, voire même en mobile, évidemment. Donc, nous avons, comme nous avions de nombreuses demandes, on a mis en place en fait une sorte de priorisation de ces demandes, priorisant par exemple le ministère de la Santé, l'armée, des entreprises d'intérêt vital pour la France. En parallèle, nous avons bien sûr surveillé notre réseau, il fallait qu'il tienne, prioriser certains flux d'ailleurs sur le réseau pour assurer cette fameuse continuité de service et apporter tous les services requis dans une telle période aussi exceptionnelle. Et après, vers le mois de mai, quand la situation semblait revenir à peu près à la normale, nous avons interviewé environ 70 de nos grands clients afin de leur demander quelles seraient maintenant désormais en fait leurs priorités, leurs besoins. Et on a identifié avec eux environ une douzaine de priorités. Bon, ça ne vous étonnera pas, hein, c'est des outils autour du nomadisme, de la cybersécurité, quelques outils, pas des outils, mais quelques éléments autour de l'IT, leur infra, des outils de nomadisme, de collaboration, etc. Et puis aussi beaucoup sur l'événementiel parce que on ne rend pas compte, mais au mois de mai-juin, c'est la période où les grandes entreprises font beaucoup de grands événements. Et pour garder un peu ce collectif au sein des grandes entreprises, il y a des assemblées générales, par exemple, il y a les conseils d'administration. Voilà, ils avaient besoin aussi d'outils pour pouvoir continuer en fait, à mettre en place cette dynamique qui fait vivre une entreprise tout simplement. Et on a été à leur côté. Alors, Nadine, vous avez prononcé le mot cybersécurité. C'est un sujet de préoccupation qu'on a vu nous-mêmes remonter au CRIP. Alors, parlons réel. Jean-Marc, de votre côté, est-ce que vous avez été soumis à des problèmes de cybersécurité ou des attaques particulières? Oui, de nombreuses attaques, puisque tous les employés étant à la maison, malgré la virtualisation, donc la cloudification, il y avait quand même pas mal de choses qui circulaient sur le net, avec beaucoup de phishing par mail, mais également des phishing par SMS, par texto, qui ont été beaucoup plus nombreux. Et je parlais en général de toutes les plateformes comme Google ou Microsoft, où on peut échanger des fichiers, où il y a maintenant un système de répondeur téléphonique. Si le collègue ne répond pas lorsqu'il est chez lui, tout ça est susceptible de se transformer en fichier qui évidemment débouche sur des tentatives d'attaque. Alors la seule chose que nous avons ajoutée en plus des différents outils antivirus et autres, c'est la double identification qui jusqu'à présent est encore assez fiable et permet d'ajouter une barrière supplémentaire. Vous n'avez pas des problèmes de logiciels un petit peu qu'il fallait remettre à jour et du coup c'est beaucoup plus difficile en période d'éloignement? Voilà, donc une fois qu'il y a un bureau virtuel, ça c'est pas trop compliqué parce que tout le monde a le même genre d'application. Par contre, voilà, dans l'aviation, il y a encore certaines applications qui sont assez vieilles, qui sont à installation locale et là il est difficile de... C'est le drame. Voilà. Alors, on a évoqué assez rapidement les questions techniques. Vous avez mis en place des solutions techniques pour pallier ce confinement. J'aimerais qu'on parle maintenant de la gouvernance, de l'organisation. Est-ce que vous avez mis en place une cellule de crise? Comment vous avez fait chez ASL Internet? Oui, alors donc, auparavant, l'équipe de la DSI se réunissait une fois par semaine pour faire le point un peu des activités, quelque chose de très classique. À partir du moment où le confinement est survenu, nous avons décidé de nous réunir tous les jours, une demi-heure, en début de journée, pour faire le point sur ce qui s'était passé et anticiper autant que possible ce qui se passera dans les jours futurs. Et je dois avouer que je suis assez fier de l'équipe, puisque
Depuis le mois de mars, nous continuons toujours à nous réunir cette demi-heure. C'est devenu une routine maintenant. C'est devenu une routine, voilà, et qui apporte quand même pas mal de choses positives à l'équipe, notamment parce que finalement, nous nous voyons plus en n'étant pas physiquement. Ça, c'est intéressant. On se voit plus en se voyant pas qu'en se voyant. Ça, c'est quand même un paradoxe que je note. Nadine, de votre côté, pareil, OBS, des grands clients, il va falloir mettre en place une structure capable d'absorber un surcroît de demandes. De votre côté, qu'est-ce que vous avez mis en place pour être prêt dès le jour J à répondre à vos clients? Ce qu'on a mis en place, c'est cette fameuse cellule de crise, comme je disais, dès le début du confinement, d'ailleurs, qui est toujours en cours, hein, parce que, comme vous le disiez précédemment, on a identifié énormément d'attaques en cyberattaques. Hein. On a vu dès le début du confinement, hein, pour vous donner un peu un ordre d'idée, les 4 premiers jours du confinement, on a eu près de 4000 noms de domaines malveillants. Donc, et ça continue. Donc, c'est énorme. Donc, en fait, on a eu dans les 2 premières semaines une croissance, par exemple, de plus de 200% des cyberattaques qu'on a recensées les 2 premières semaines du confinement. Donc, il a fallu effectivement qu'on mette en place cette fameuse cellule de crise, mais tout l'accompagnement qu'on peut faire auprès de nos grands clients avec nos meilleurs experts en cyber. Voilà. Alors, on a eu une approche assez double finalement sur ce sujet-là. On l'a traité comme un virus, hein, vraiment comme un virus biologique finalement. On a eu une approche dans un premier temps très orientée système et puis en parallèle bien sûr une seconde orientée très individu. Hein, donc ce qui signifie qu'on a mis en place une stratégie de test, comme on peut le faire d'ailleurs en biologie, pour identifier les populations vulnérables dans un premier temps, puis on les a testées, on les a protégées avec une solution cyber. Et puis après, on a évidemment, lors du déconfinement aussi, fait la même chose. On a maîtrisé le risque cyber aussi de nos grands clients en 3 étapes. Toujours la même chose, tester, protéger et aussi redémarrer avec la même méthodologie lors du confinement. Et on est toujours très vigilant. Alors, en organisation interne, ce qu'on fait, c'est qu'on a maintenu cette cellule de crise. Elle est importante parce qu'elle nous permet en fait de faire une priorisation en fait, des demandes hein, qui nous arrivent encore. Alors en ce moment, c'est un peu plus stable parce que j'ai fait le 2e confinement a été moins surprenant, on va dire, pour nos grands clients que le premier. Il y a une sorte d'habitude qui s'est installée. Oui. Et puis nous, en interne, on a interviewé environ 70 clients pour gérer leurs propres priorités et leur proposer les solutions les plus adaptées dans cet environnement quand même assez exceptionnel. Alors, Olivier, Jean-Marc a dit on se voit plus quand on ne se voit pas, c'est quand même un peu paradoxe, mais c'est vrai que ça pose un problème de lien, conserver le lien avec l'employé lorsqu'il n'est plus dans les locaux, donc tout ce travail informel qu'on faisait dans les machines à café. Comment est-ce que vous avez réussi à garder le lien pendant ces très longues semaines, voire très longs mois avec vos employés à distance? Alors, c'est tout à fait un enjeu majeur, hein. Comme je disais, la crise a été violente, les réactions ont été immédiates, ça a généré beaucoup d'inquiétudes. Il fallait absolument trouver le moyen de garder le lien avec les salariés, de les rassurer, d'interagir avec eux. On avait, avant le confinement, pris l'habitude de faire des roadshows en allant sur les différents sites, et ça, c'était une fois par trimestre. Avec le confinement, on a mis en place des webinars mensuels, donc une fréquence plus élevée, où toutes les personnes de l'IT, la DGSI sont conviées, donc un peu plus de 1000-1500 personnes. Alors ça se présente toujours un peu de la même manière, globalement 1h30, une demi-heure de partage d'informations et 1 heure de réponse aux questions qui sont posées par les salariés, qui sont toutes sous le format anonyme, je dirais. Donc c'est assez exigeant quand vous êtes en face et que vous récupérez des questions comme ça au fil de l'eau. Vous ne pouvez pas les préparer, vous n'avez pas les. C'est vraiment de la vie réelle, je dirais. C'est assez exigeant, c'est parfois un peu perturbant. Ça n'empêche que ça permet vraiment de parler vrai et d'aller au fond des préoccupations des gens. Je pense que ça a beaucoup aidé également durant la crise. Après, on s'est aussi appuyé sur les strates managériales pour inciter les managers à organiser, mais ils l'ont fait d'ailleurs de manière assez automatique, d'organiser des cafés virtuels, de prendre le temps de se connecter avec toutes leurs équipes.
Donc globalement, ça s'est assez bien passé. Une fois que le confinement s'est terminé, par contre, on a rendu obligatoire le fait que les gens reviennent sur site C'est intéressant, ça. 2 ou 3 jours en fonction de leur, travail, en fait. Hein, Et ça a été apprécié comment, ça, ce retour obligatoire ou pseudo-obligatoire? Comment est-ce qu'ils ont réagi, les employés? Diversement. Diversement, parce que les gens étaient pour certains inquiets, d'autres étaient au contraire contents, certains étaient finalement plutôt, et s'étaient installés chez eux, auraient plutôt préféré rester chez eux. Donc ça n'a pas forcément été très populaire, mais je pense quand même que c'est indispensable pour garder le lien avec l'entreprise. Bon, on est revenu maintenant en arrière avec le confinement. Je pense que c'est quelque chose qu'on mettra en œuvre à la sortie du confinement également. Jean-Marc, alors vous avez une population nomade par essence, hein, les pilotes, c'est un peu le principe du pilote, ça bouge. Comment vous avez gardé le contact avec cette population un peu atypique? Alors donc, avec les pilotes, évidemment, les conditions sanitaires étaient très strictes, principalement en Asie, donc on ne les voyait plus du tout. Et en concernant les cours, les entraînements, c'était fortement limité, évidemment, puisque le nombre de personnes était par défaut faible. Et donc nous avions déjà commencé à introduire des applications de cours en ligne qui ont été évidemment fortement accélérées. De même que des cours qui se donnaient dans des locaux ont été transférés via des plateformes de vidéoconférence. Et puis nous avons également augmenté la connectivité. Donc ils ont tous une tablette et nous avons connecté avec le monde, je dirais, via des cartes mobiles afin qu'ils restent malgré tout en contact, même virtuel, avec les employés du sol et avec la compagnie aérienne elle-même. Alors, je profite de cette occasion pour on vient de parler de contact virtuel. Je vous rappelle à vous tous et vous toutes qui nous écoutez que nous attendons impatiemment vos questions sur le chat. Donc c'est en dessous de la fenêtre que vous êtes en train de consulter, vers la gauche. A priori, je n'ai pas encore vu passer beaucoup de questions, mais allez-y, lâchez-vous. Une question complémentaire, donc la DSI, je la poserai également à Olivier, même si ce n'était pas prévu. Allez hop, moi j'invente, je propose des questions nouvelles. La DSI est devenue un pilier indispensable de l'activité d'entreprise, même si l'activité a été en décroissance. Comment se sont passées les relations entre les comités de direction et la DSI? Ça a rapproché les équipes? Comment ça vous avez marché la main dans la main ou pas? Oui, ça a fortement renforcé les relations, puisque autant la DSI peut être critiquée, autant là, elle est devenue vraiment indispensable et inévitable. Et cela a permis donc de montrer un peu de quoi était capable la DSI. Et c'est vrai qu'elle a aussi permis une accélération du processus de digitalisation, de numérisation, qui toujours ces réticences de personnes, de temps, ce qui est normal évidemment, établir une confiance. Ici, la confiance a dû s'établir en un court temps. Voilà, exactement. Olivier, de votre côté, pareil, le DSI avait forcément déjà une excellente relation avec la direction générale. Comment ce confinement a remotivé ou remodelé les relations qui vous unissent? Le constat, d'abord, on a rendu le service qui nous avait été demandé. Ça, c'est bien. C'est important, c'est primordial, effectivement, à la fois pour nos clients externes, en tout cas je l'espère, mais pour nos clients internes, donc en termes de qualité de service, tout en ayant réduit drastiquement la voilure, on n'a pas connu d'incident majeur, et donc finalement, on a eu une reconnaissance de nos métiers par rapport à la résilience de nos systèmes et aux services rendus. D'autant que on peut se dire également, mais finalement, s'il n'y avait pas de passagers transportés, pas de billets vendus, finalement, qu'est-ce qui se passait d'un point de vue système d'information? Il se passait beaucoup de choses parce que les systèmes RH ont beaucoup bougé, parce que le programme de vol n'a cessé de bouger. Et lorsque vous changez constamment un programme de vol, ça diffuse dans tout le système d'information. Et quand vous faites des changements et encore des changements, il y a un moment, il y a engorgement. Donc, assez paradoxalement, les systèmes d'information ont été très sollicités en particulier dans le début de la période de confinement. Donc, malgré une chute d'activité, certaines applications étaient beaucoup plus utilisées et vous aviez pourtant beaucoup moins de personnel pour les faire tourner et les maintenir. Exactement. C'était un peu un travail d'équilibriste entre des ressources et des sollicitations qui croissent.
Exactement, et surtout différemment utilisés. C'est-à-dire que, en fait, les systèmes ont été sollicités d'une manière complètement inusuelle. Et ça, c'était assez risqué, puisque finalement, ça veut dire des flux qui d'habitude sont très petits, deviennent tout d'un coup énormes. Donc il faut resizer les tuyaux pour que ça puisse fonctionner correctement. Des bases de données qui au départ sont anodines, qui tout d'un coup explosent. Donc effectivement, techniquement parlant, c'était plus compliqué qu'on aurait pu imaginer en tout cas. Bien. Alors, Nadine, de votre côté, vous portiez sur vos épaules la santé de centaines de clients français. Donc, comment vous avez travaillé avec la direction générale pour passer avec succès cet épisode douloureux? Ben, on a regardé déjà, comme on disait précédemment, on a regardé déjà que notre réseau tienne, parce que nos clients qui utilisent notre réseau, il faut que ça tienne. Et ça a été vrai aussi pour le client, pour le réseau, pour nos clients grand public, parce que in fine, il y avait beaucoup d'entreprises qui travaillaient donc en télétravail, donc les salariés étaient chez eux, il fallait que le réseau tienne. Donc on a priorisé cela, évidemment, et ça a tenu. Ça a bien tenu, d'ailleurs. Et après, on a apporté évidemment tous nos savoir-faire autour de la cyber, les outils de collab, etc. Donc, je dirais, moi, les clients, on a eu beaucoup de remerciements, nos clients, énormément. Aussi, par exemple, je vais en citer un que j'aime bien parce que c'est l'Élysée qui nous a remerciés en nous disant que le G20, c'est nous qui avons organisé le G20, hein, le G20 virtuel en visioconférence, c'était quand même une première, hein, c'est parfaitement déroulé avec notre solution de visio. Donc un énorme merci pour votre assistante et celle des équipes, etc. On a eu aussi des remerciements du ministère de l'Intérieur, particulièrement l'armée, hein, donc on les a aidés à installer sur des voûtes l'hôpital de campagne militaire de Mulhouse. Donc, c'était à faire tout de suite. Hein, et on a su apporter notre réactivité et nos savoir-faire. Et puis, plein d'autres clients que je les remercie s'ils me regardent parce que ça a été tous les messages qu'ils nous ont donnés, on les a partagés avec nos salariés en interne, nos experts. Et ça nous avait vraiment chaud au cœur parce je pense qu'on a réussi à bien les accompagner. Voilà. Mais on reste toujours vigilant. Vous savez, la période n'est pas finie. Et puis, je regarde avec nos experts en cyber, on est toujours très soumis quand même malgré tout. Et plus ces événements qui se sont rajoutés par-dessus à des attaques qui sont, sur lesquelles il faut qu'on soit vigilant. Et puis le réseau, il faut qu'il tienne. Et puis on est là à leur support, évidemment. Voilà. Ah, Jean-Marc, Nadine vient de parler des remerciements des clients. On fait une espèce de petit bilan de cette opération-là. Aujourd'hui, avec le recul, de quoi êtes-vous le plus fier? Le plus fier, c'est d'avoir permis aux employés de rentrer chez eux et de continuer à travailler quasi normalement, sans interruption majeure, sans trop de soucis, de façon assez fluide. Et puis la plus grande fierté, je pense, pour une compagnie aérienne en tous les cas, c'est d'avoir complètement démobilisé le centre de contrôle opérationnel et d'avoir fait un test pas plus tard que la semaine passée, où nous avons simplement demandé aux personnes de rester chez elles et de continuer à faire le dispatching d'avions. Évidemment, avec une cellule de sécurité sur site quand même, pour être sûr, bien sûr. Mais ça s'est très bien passé. Et donc, ça veut dire, je n'exclus pas évidemment cette socialisation qui est nécessaire pour l'ensemble des employés, c'est vraiment très important. Mais cela veut dire aussi que quasi n'importe quel type de poste peut être délocalisé ou dématérialisé. Oui, oui. Ok. Olivier, de votre côté, un peu de fierté, hein? Bien sûr. Bien sûr, tout de suite, on le disait, donc fierté sur le service rendu par l'IT auprès de nos métiers, de nos clients. Fierté également du constat que les choix qu'on a faits en termes de technologie, de résilience, d'autres disponibilités, de sécurité également. Tous ces choix ont démontré qu'ils étaient valides et qu'ils nous permettaient, si je rajoute à ça l'automatisation et autres, nous permettaient de fonctionner avec beaucoup moins de salariés. Et probablement la plus grande fierté, c'est l'aventure humaine qu'on a réussi à vivre ensemble. On est complètement sorti du cadre. On a mobilisé les salariés pour sortir du cadre. Et de sentir finalement, a posteriori d'ailleurs, quelque part, une reconnaissance d'eux,
d'avoir senti durant le moment la résilience des systèmes, excusez-moi, d'avoir senti également l'engagement des équipes, la solidarité des équipes et finalement le fait qu'ils aient répondu présent, c'est vraiment pour moi une très grande fierté pour les hommes et les femmes que constitue l'IT, sincèrement. Nadine, de votre côté, donc des clients satisfaits, des clients qui vous remercient. Quoi d'autre? Et des salariés, ouais. Et des salariés heureux. Très engagés. Voilà. Des salariés très engagés. Moi, je suis très fière d'eux parce qu'ils ont su vraiment le jour même, en fait, être à bord, apporter le soutien, mettre tous les moyens de l'entreprise pour pouvoir leur assurer la meilleure continuité de service en interne. Et ça n'a pas été facile parce que je crois que c'est d'ailleurs la première fois qu'on se retrouve tous, nos salariés et nos clients, en télétravail. Exact. Donc ça demande une réactivité, une agilité, un engagement extrême qu'on a su faire. Et puis, un de mes clients, je me rappelle d'une citation d'un de mes clients qui m'a dit, c'est une grande banque française, qui m'a dit on voit que vous avez un esprit patriotique. Et on peut être que fier quand on entend ça. Voilà. Donc, et j'en profite pour remercier toutes mes équipes qui ont été à mes côtés. Et je suis très fière d'elles. Bon alors, David. Moi, j'ai une question parce que. Oui. Est-ce que vous m'entendez quand je pose une question? Oui. Vous m'entendez bien? Bonjour à tous les trois. Vous êtes modestes, donc le sujet n'a pas été abordé, mais ça fait quand même de longues années qu'il y a des hésitations des directions générales à mettre ou à accueillir dans le COMEX à un niveau stratégique les responsables d'infrastructure ou les responsables informatiques. Je voudrais savoir si cette crise a changé le regard des directions générales, voire des présidences, des PDG sur la fonction informatique. Est-ce qu'il y aura un avant et un après? Bon, je sais pas, je peux peut-être commencer. En tout cas, côté Air France, l'informatique est au COMEX depuis, je pense, des décennies. Donc, je sais pas, je saurais pas dire, en tout cas pour les autres, puisque pour nous, c'est déjà le cas. Déjà une certaine forme de reconnaissance et même dans l'indigence, je dirais, toujours une protection des budgets informatiques pour pouvoir supporter les transformations digitales de métiers. Donc ça, je pense que c'est un sujet qui maintenant est quand même bien ancré, encore une fois, depuis de nombreuses années côté Air France KLM. Marc? Pour ma part, chez SL, la DSI est également en COMEX depuis 3 ans, pas depuis si longtemps que Air France KLM. Je pense que les directions ont été fortement sensibilisées au travail de la DSI ces derniers temps. Et je pense que oui, évidemment, ils ont maintenant une confiance en cette direction. Et je ne pense pas qu'ils vont aller à l'encontre, et au contraire, ils vont la promouvoir puisque, voilà, comme Nadine et Olivier l'ont dit, voilà, la DSI a fait un travail formidable. Les équipes ont fait un travail formidable tout en étant à la maison. Donc la Belgique a un incroyable talent aussi, du coup. Autant que la France. Plus Bon. David, il nous reste à remercier nos talentueux responsables informatiques de tout le travail qu'ils ont accompli pendant cette période difficile. Donc, merci Nadine, merci Olivier. Merci. Merci à vous. Merci. Et puis, merci Jean-Marc. Merci beaucoup.